Monsieur le Président. C'est Régnier d'Aussonville qui a suivi pour nous cette aventure de la directive de concession. Donc, je vais peut-être vous passer la parole pour qu'il vous détaille notre compréhension des raisons de l'exclusion de l'eau de la directive concession. Je voudrais juste signaler une chose. Le fait qu'une grande régie allemande, effectivement, a acheté une petite entreprise de gestion de l'eau en France, près de Nantes, n'est pas lié à ce qui s'est passé sur la directive concession. Elle est liée à autre chose. Comme cette petite entreprise allemande, nantaise, achetée par des Allemands, n'arrivait pas à gagner de nombreux contrats de gestion de l'eau en France, il se trouve qu'elle a porté plainte subrepticement à Bruxelles et a déclenché la fameuse enquête concurrence que la Commission a déclenchée sur le marché de l'eau en France depuis 3 ans, en déployant de très nombreux moyens, une centaine de personnes pendant plusieurs semaines, 2 ans de suite, pour aboutir, vous l'avez peut-être su, à un classement sans suite. Voilà le rôle de cette entreprise allemande et de sa petite filiale française. Ça n'a rien à voir avec la directive concession. Sur la directive concession, Régnier, est-ce que vous pouvez dire votre sentiment de pourquoi, malheureusement, à la dernière minute, enfin après un long processus, pourquoi l'eau a été exclue Monsieur Métivier, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a eu une discussion très difficile avec les entreprises publiques locales allemandes qui ont été très actives auprès du Parlement européen et auprès de la Commission et auprès du Conseil. Pourquoi ? Parce qu'il est apparu que finalement, beaucoup de Stadtwerke actuellement ne seraient pas conformes au droit européen par le fait qu'ils ont des contrats de marché public ou des concessions dans le domaine de l'eau qui ne respectent pas les conditions reconnues par la Cour de justice qui permettent de ne pas être mis en concurrence. Et donc, ils ont cherché un échappatoire qui était un aménagement de dérogation spécifique qui allait tellement loin que finalement, il y a eu... ça violait tellement les principes du traité que finalement, il y a un recul brutal qui a abouti à cette solution peu compréhensible du retrait de l'eau potable du champ d'application de la directive. Donc, il n'a pas grand-chose à voir avec l'initiative citoyenne européenne, en fait, qui est le résultat d'un rapport de force entre un lobby des entreprises publiques locales allemandes et les modes de décision au Parlement européen et au Conseil. Pour répondre à votre question sur le fond, il y a effectivement, en théorie, 2 possibilités d'exemption d'entreprises du champ de la concurrence. Soit elles sont dites in-house et normalement elles sont à 100% publiques. Et il y a eu des actions très fortes de ces lobbies pour que ce soit possible qu'une capitale privée soit présent au capital de ces entreprises. Et c'est quelque chose contre lequel il faut s'élever. Et d'ailleurs, j'ai noté que la Fédération des entreprises publiques locales de France s'est fortement élevée contre cette dérive. Et en matière de transposition, il sera toujours possible de ne pas autoriser cette dérive en France. Ça sera dans vos mains. Et puis, il y a une deuxième possibilité d'exemption. Ce sont ce qu'on appelle l'entreprise liée, qui permet, si une société d'économie mixte, en fait, pour le dire avec des termes français, a 80% de son marché avec un donneur d'ordre, d'être mis hors concurrence. Et cette exception, cette dérogation, elle n'est pas souhaitable, elle n'était pas reconnue en France grâce au Conseil constitutionnel. Et là aussi, ça a été mis en avant, parlons clair, pour aménager des exemptions au Stadtwerke. Et il appartiendra qu'à vous de ne pas y donner suite en France si la représentation nationale le souhaite. Toujours est-il que c'est sûr que sur ce domaine de l'eau où les entreprises françaises ont une belle carte à jouer en Europe, ils l'ont joué largement d'ailleurs là où c'était possible. Nous regrettons que l'Union n'ait pas légiféré sur la manière de voir ces contrats d'évoluer et sur des règles plus claires en cette matière, de compatibilité par exemple entre gestion déléguée et aide européenne, qui nous pose toujours beaucoup de soucis dans des pays d'Europe centrale par exemple. Et tout ceci s'est fait sans beaucoup de transparence. Je pense que le Parlement européen, notamment, n'a pas été saisi de ce retrait du domaine de l'eau de cette directive concession. Peut-être que cette question réapparaîtra lors du débat au Parlement européen de ce qu'il restera de cette malheureuse directive. Très bien. Écoutez, Monsieur le Président Directeur Général, merci beaucoup d'avoir participé à cette audition. Merci aux parlementaires qui
ont été aussi des acteurs au travers de leurs questions en particulier. Monsieur le Président. Puis-je me permettre une dernière suggestion, Monsieur le Président, si vous le voulez bien. J'ai parlé de l'emploi tout à l'heure, j'ai parlé de l'apprentissage particulièrement bien adapté à nos métiers. Je voudrais faire une suggestion. L'emploi en France pour les personnes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification est sans doute un des sujets les plus difficiles et les plus souciants pour notre pays. Nos métiers sont des métiers non délocalisables. Il y en a d'autres d'ailleurs qui le sont aussi. On peut penser au BTP. Tout aussi d'ailleurs adaptés à l'apprentissage que les nôtres. Pourrait-on imaginer que la commande publique, qui génère généralement des activités non délocalisables, puisse jouer un rôle dans la formation par apprentissage de ces jeunes qui sortent de l'école sans aucune qualification? Pourrait-on imaginer, en fonction bien sûr de la durée des contrats, de l'ampleur des contrats de la commande publique, que les attributaires de ces contrats puissent être soumis au fait de faire former un certain nombre, et diplômer un certain nombre de jeunes qui sortent de l'école sans qualification? Je pense que nous avons dans ce pays l'ensemble des outils pour le faire, des filières professionnelles prêtes à le faire. Vraisemblablement, ça coûtera un petit peu plus d'argent à la commande publique. Je pense qu'il ne faut pas s'en cacher. Mais ce serait, en tous les cas, aucunement défavoriser les entreprises françaises vis-à-vis de leurs concurrents, puisque de toute façon, ces emplois-là, ces activités-là ne sont pas délocalisables. Je pense que sur ce thème de la formation professionnelle diplômante, la commande publique pourrait être sans doute utilement mise à contribution. C'est vrai de nos métiers, c'est vrai du BTP, c'est vrai du transport. Il y a beaucoup d'autres métiers, beaucoup d'autres activités pour lesquelles les pouvoirs publics passent commande et qui pourraient être utilisés pour ce faire. Je soumets ça à votre sage réflexion. Je rappelle qu'il s'agit de 20% de chaque classe d'âge. Oui, ce qui n'est pas neutre ni négligeable, bien entendu. Bien écoutez, merci et merci encore à vous, Monsieur le Président, directeur général, et au plaisir de nous retrouver dans le cadre d'une prochaine table ronde, comme je le disais au début de cette audition. Merci.